C'est génial de se dire, tiens, ils sont en entreprise, d'habitude ils bossent ensemble avec leur moquette bleue dans leur tour, et puis là ils se retrouvent à vivre un moment vraiment mémorable, quoi. Et ce côté de se dire que à la base c'est de l'eau et de l'huile, et on arrive à mélanger, et ça arrive vraiment à communiquer et à se partager des tips. J'ai découvert le kiff d'avoir des tables pliantes que tu peux mettre partout. Et en famille, je me posais devant la tour Eiffel sur le champ de Mars, je me posais à Montmartre, et on se posait n'importe où, et personne ne nous faisait chier. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir Martin Tissier d'Urban Gaming, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il a créé cette société, il va nous en dire plus, il y a plusieurs années. Martin, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et il se définit comme quelqu'un qui chasse des kiffs. Donc on est, je pense, assez compatible sur pas mal de choses. Lui, il fait kiffer des pros, surtout par son métier, mais aussi les membres de sa famille, des amis et plein d'autres mondes. Je suis assez fasciné par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il teste. Et c'est pour ça que je pensais intéressant de l'avoir sur le podcast. Ça va Martin? Moi je suis très content de t'avoir. Ça va. On est un jeudi soir, il fait bon là, moi je suis chez moi à Lyon, tranquille. Toi t'as pas la femme, pas les enfants aussi, c'est ça? Il fait bon, il fait bon. Pour la première fois de ma vie, on a quand même l'assurance qui nous a annoncé un avis de tornade en disant ça va être l'apocalypse. Donc il fait bon dans le cœur, mais dehors il fait moins bon. Et ça c'est à Paris ça. exactement, c'est les microcosmes tornadesques parisiens. Et ouais, bah merci pour cette intro, merci surtout pour m'accueillir. C'est un plaisir. Et puis le challenge, ça va être de faire kiffer les auditeurs. Tu disais faire kiffer les gens, la famille, et de partir sur plein de sujets. Donc je pense que ton podcast s'y prête bien. Et c'est un plaisir d'être là. Et comme tu dis, ouais, mais j'ai la chance d'avoir la chance, entre guillemets. Je suis un family guy. Moi, je suis en mode Flanders le soir. Je profite des enfants et de ma femme. Mais là, c'est un petit kiff de me dire que pendant une semaine, je suis tranquille. Ma conjointe est au Maroc avec des collègues professeurs des écoles. Et mes enfants sont chez la belle famille. Donc, c'est une semaine de kiff. On va rester dans le thème. Allez, parfait. Écoute, semaine de kiff, podcast sur le kiff. J'aimerais bien commencer par te demander qui es-tu au final? Présente-toi. Dis-nous un peu d'où tu viens et comment t'en es arrivé à tes premières bribes sur le kiff, justement, sur le plaisir, le divertissement, tous ces milieux-là. Voilà, je te laisse Trop la bien. parole pour nous dire un peu qui tu es. Bah, merci Morgane. Alors je vais pour me présenter, j'aime pas trop attaquer par le taf. Tout le monde se dit oh moi je suis président de telle boîte, etc. Moi j'aime bien me définir par mes valeurs. En gros, ce que j'aime c'est explorer. Je suis vraiment action oriented. J'aime tenter 10 000 trucs, parfois me planter, me relever. Et puis je suis quelqu'un. Alors j'ai grandi à Lille, arrivé à Paris il y a 13 ans maintenant. Et family guy, comme je disais, avec 2 enfants, je suis vraiment quelqu'un qui kiffe le fait de se retrouver en famille. J'aime bien, on parle beaucoup du deep work, j'aime bien le deep family, le soir, couper le téléphone et profiter de moments profonds en famille. Et puis du coup, oui, bon, j'ai aussi créé du coup une boîte qui s'appelle Urban Gaming, comme tu le disais, qui fait depuis 13 ans des personnes. Alors, qui fait plus ou moins, parce qu'on fait la partie team building qui est plutôt dans le fun, mais on fait aussi des serious games sur la cybersécurité. Bon, le niveau de kiff est quand même un peu moins important, mais le niveau d'utilité est là, donc c'est cool. Et puis pour le reste, comme tu disais, ouais, moi, j'ai tenté 10 000 explorations, on aura l'occasion d'en parler. Je considère vraiment qu'il faut. Alors j'ai un ami l'autre fois, je lui disais, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Il m'a repris, il m'a dit non, tu sors pas de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort. Et c'est vrai que c'est important de se dire que quand tu testes des trucs, au final, tu sors enrichi d'une nouvelle manière de faire. Et du coup, c'est vraiment ce besoin, cette envie de remplacer le temps Netflix. Je suis assez critique à Netflix, je trouve que les gens s'anesthésient, je trouve, le cerveau avec des conneries. Et moi, je suis vraiment en mode toujours envie d'être dans une exploration, que ce soit artistique, entrepreneuriale, etc. Et après, pour finir ma présentation, qui est la présentation la plus longue et la plus variée sur la simple question présente-toi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est profil psychologique. J'ai mis du temps à comprendre mon profil psychologique niveau MBTI, je suis NFP, mais aussi mon profil Enneagramme. Et en fait, j'ai un profil assez atypique avec beaucoup de défauts, des qualités, et c'est très tranché en fait. À chaque fois que je passe un profil, c'est assez ouf comme je suis dans une case claire et je suis pas entre les deux et tout. Et du coup, j'ai appris petit à petit à assumer qui j'étais.
Et ça fait maintenant 10 ans que je suis tellement aligné avec moi-même que ça fait un bien fou, quoi. Et voilà, je sais pas si j'ai oublié des angles de T'es un présentation de kiff moi-même. perso, quoi. Exactement, je suis un kiff ambulant. Ok. Waouh, comment je peux rebondir sur tout ça? Moi, la question qui me vient instinctivement à l'esprit, là, c'est, tu dis, ok, j'ai exploré 15 000 trucs, enfin 10 000 trucs. Ça veut dire quoi pour toi? C'est quoi les explorations les plus marquantes? Parce que là, on parle du coup de vie pro, de vie perso, Ouais, de tout confondu. alors Et voilà. je vais t'en dire sur plein de... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors, ce qui m'a marqué le plus, bah là récemment, j'ai fait du stand-up, c'est ouf, comme cette espèce d'appréhension de monter sur scène se transforme en invulnérabilité quand il y a une prise de parole derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te challenges, tu flippes. Alors, il y avait tout un exercice, c'était avec Shubham Sharma, un youtubeur qui nous avait embarqué là-dedans. Il y a tout un exercice au début d'écriture, après d'appréhension, et après tu te lances, et après tu fais un level up. Peut-être l'expérience la plus marquante que j'ai fait, c'est moi je suis fan d'une émission qui s'appelle Nuit culottée. C'est des mecs qui partent avec des rêves sans argent sur la route en C'est le mec de autostop. l'INSA, ouais. Exactement, bien vu, ouais. Ouais. Ouais, comme moi. Et yes. Et du coup, le fait d'avoir fait un trip 5 jours sans argent, à faire du stop, aller à la rencontre des gens, je crois que ça a beaucoup contribué au fait de me sentir libre dans le sens où je me dis le pire qui puisse m'arriver, c'est d'aller à la rencontre des gens et de vivre une expérience sans argent. Et en fait, bah, le pire qui puisse arriver, ça me va bien, quoi. Et je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué dans le sens, je sais plus comment ça s'appelait. Il y a un mec qui s'appelle Kevin Kelly, rédacteur de Riot, qui parlait justement dans son podcast d'expérience de vie minimum. Et lui, quand il avait 18 ans, il était parti vivre en Chine à l'époque. Enfin, le mec maintenant, il a 80 ans, hein, donc c'est à l'époque où laisse tomber les avions, c'était pas possible. Il était parti vivre en Chine comme ça un mois. Et en fait, c'est assez cool de se dire que le fait de vivre des expériences extrêmes comme ça, et parfois sans argent, bah, ça relativise toute la notion de peur, de l'insécurité derrière, quoi. Donc il y a cette expérience-là sur un sujet beaucoup plus assez différent. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est expression artistique. J'ai fait des ateliers poésie avec un ami qui s'appelle Éloi. Là, par exemple, le week-end dernier, on s'est vu il y a peut-être un mois. Je crois que je l'avais pas encore fait. Juste après, j'avais un week-end où on enregistrait un peu comme du slam, des textes dans un studio d'enregistrement à 4. Là, j'ai envie de le monter avec de l'intelligence artificielle et d'en faire un truc sympa. Je suis en train d'écrire un bouquin. J'utilise beaucoup Midjourney, l'IA pour ça. C'est vraiment le côté exploration artistique. Et au passage, ce qui est incroyable, c'est que tu développes des soft skills, des compétences comportementales. Et je sais pas comment je vais réussir à faire court en rentrant là-dedans. Donc, mais je le fais rapidement. Moi, je suis fan de ce qui peut faire que tu deviens une meilleure personne. Ça paraît basique comme truc, mais je crois vraiment qu'une expérience peut changer profondément des gens. Les gens que j'admire de plus, comme les mecs de Nuit culottée, ou un mec qui s'appelle Christian Depalière, qui a fait le tour du monde avec sa famille, ses 4 enfants, et qui a créé une école au Cambodge. Bah, en fait, c'est des gens qui ont tout perdu quand ils avaient 12 ans, les deux, en fait. Leur maison avait brûlé quand ils sont rentrés, et ils ont réalisé qu'ils pouvaient, au final, que derrière, quand ils perdaient tout, bah, il y a une ouverture qui se faisait autour d'eux, et que ça pouvait être un bon moment. Et je me suis mis justement à réfléchir sur la manière, au travers d'expériences, de débloquer des soft skills, notamment chez les enfants, parce que je suis papa. Et en fait, je considère vraiment que plus tu fais d'expériences, plus tu peux en apprendre sur toi, et puis craquer des nouvelles manières de penser les choses, craquer des nouvelles qualités et tout. Et on sait tous que quand on lit un bouquin, par exemple, on le referme, si c'est un bouquin de non-fiction, hein, les trucs de dev perso, de stoïcisme, etc., en général, il n'a pas trop d'impact sur les personnes. Et ce que j'adore faire, par exemple, c'est me dire, OK, comment je transforme ce bouquin en expérience qui va m'accompagner tout au long de ma vie, au moins des prochains mois. Et j'ai l'impression qu'il y a des bouquins qui m'ont tellement impacté parce que j'en ai fait derrière des défis, des activités, et je les ai intégrés dans mon quotidien, tu vois. Donc, vraiment le côté expérience, pour à la fois kiffer, évidemment, mais aussi devenir petit à petit une personne qui développe d'autres compétences, qui aussi se fait des nouvelles relations, parce que quand tu vas faire des expériences comme ça, souvent tu rencontres des nouvelles personnes, et puis qui s'endort un peu moins con chaque soir, qui peut briller au prochain repas de famille en disant à belle maman qu'il a fait du stand-up le week-end dernier, quoi. On va revenir sur tout ça parce que là, il y a aussi plein de choses. C'est très intéressant pour la suite. Pour juste recaler un petit peu ton profil, tu vois. Ouais. Comment tu as eu l'idée de... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie urban gaming? Ouais.
sur laquelle on avait échangé un petit peu, donc sur team building, etc. Donc faire kiffer plutôt des pros. Comment ça t'est venu, comment t'es allé dans ce secteur-là et du coup pas un autre, tu vois. Ouais, Et après on pourra revenir, peut-être on retrouvera le chemin de l'exploration, du stand-up, carrément, avec plaisir. etc. Pour Alors, ancrer un petit peu mieux la discussion. déjà, pour parler un peu, il y a une théorie que j'aime bien qui est que ce qu'on kiffe faire quand on est enfant, c'est souvent ce qu'on a au fond de nous. Et moi, quand j'étais gamin en primaire, tu vois, j'étais un gamin dans les livres, un peu chelou parfois. Mes parents m'habillaient comme un as de pique. Mais par contre, quand je faisais des jeux de piste, mais j'arrivais à embarquer une trentaine de personnes, je faisais des jeux de ouf, ils adoraient. Et c'est assez marrant de voir, quand je suis arrivé à Paris, moi je suis originaire de Lille, j'ai j'ai assez vite. Alors non, dans un premier temps, j'ai détesté Paris en vrai. Après, j'ai kiffé Paris, j'ai redécouvert avec des yeux grands ouverts et je me suis mis à dire, tiens, j'ai envie de faire un blog, ça s'appelait Découvrir Paris, puis des jeux de piste. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais j'aimerais trop aider des personnes à découvrir leur ville avec des applis. À l'époque, j'étais dans un club d'affaires qui s'appelle l'EBG, Electronic Business Group, un peu journaliste, j'interrogeais des experts du marketing internet. Et, euh, et en fait, ce blog en parallèle m'a fait rencontrer des gens notamment Guillaume Tostivin, qui lui est un ancien d'IBM, qui faisait des visites guidées, et puis deux développeurs. Et à quatre, on s'est dit, tiens, on va faire une application pour les journées du patrimoine. Tu sais, il y a toujours ces journées un peu plan-plan, où tu as le programme de la mairie. Et on a créé une application qui était un four monumental, dans le sens où moi, j'avais une communauté de 15 000 personnes sur Facebook. En général, je postais des petites énigmes, des trucs sympas. J'avais quand même pas mal de reach. Puis là, je poste un truc important et c'est un four, quoi. Mais il n'y a personne qui réagit. Et c'était minable. Enfin, tu sais, comme beaucoup de personnes qui créent leur boîte, ils pensent que ça va être facile et qu'au moment où ils lancent le truc, ça va marcher. Alors qu'en fait, c'est là que démarre tout, quoi. Et souvent, tu travailles avec la gueule de bois le lendemain du lancement en disant, bon, bah, en fait, c'est bien, j'ai l'application, j'ai le site, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Mais par La contre, distribution, le marketing. exactement. Ah ouais, non, mais moi maintenant le levier quand je lance un projet, une idée, un jeu avec Urban Gaming, c'est ok. D'abord penser à la stratégie d'acquisition, tester, et puis après on lance. Et là, en gros, la force, et c'est encore une fois une espèce de micro-kiff, hein, la force de ça, c'est que ça m'a connecté à des gens. Et on s'est dit, tiens, on va créer un truc, on va créer une boîte. On a commencé moi j'étais en mode soirée week-end à l'époque, mais petit à petit, on a eu Bouygues Télécom, et puis on a eu L'Oréal, et puis on a eu comme ça au fur et à mesure des clients. Et puis à un moment donné, on s'est dit tiens, ça peut ressembler à une boîte ce truc. Moi j'ai quitté mon job, les autres étaient encore, tu sais, un pied dans les deux mondes, dans la sécurité et puis l'envie entrepreneuriale. Et puis au bout d'un moment, bah, en fait, ça marchait quoi. On l'a créé en mars 2011, on a fait 80 000 euros de CA en 6 mois. Et après, on a. Le but, c'était, dans un premier temps, Alors, c'était le la but, mission, pardon. Ouais, ouais, la vision. voilà, le but, nous, on découvrait le mot team building, c'est ça qui est marrant, hein. Mais le but, c'était de faire des activités de découverte de la ville. Au départ, on voulait utiliser le smartphone des participants. On réalisait que c'était pas possible. On a eu un coup de poker. On a eu un constructeur qui nous a donné 30 tablettes Samsung. Parce que c'était une opération pour Bouygues. Et le départ, c'était vraiment les passages couverts, faire un jeu pour que les meilleurs vendeurs de Bouygues puissent découvrir, en s'amusant en équipe, Paris. Et Ok. Donc c'était directement du B2B, quoi. Enfin, exactement. du haut pro. Au tout début, on a eu un échange genre est-ce qu'on va pas le faire pour les enterrements de vie de garçon. On a vite vu que des mecs bourrés qui prennent une tablette pour 50 euros un week-end, c'est pas forcément le meilleur business model. Et puis ça déséquilibre un peu ta vie. Donc après, on aurait pu faire jeu sur smartphone, mais bon, l'avantage du B2B en fait, c'est que c'est palpable assez rapidement. Tu vois, t'as des paniers moyens à 3300 euros sur le team building. En B2C, un panier moyen à 3300. Il faut se lever tôt, hein. Ah, on s'est perdu. Ouais, il y a eu un petit bug. Tu l'avais anticipé. T'as bien Ouais, fait de me pas de souci. prévenir. Et du coup, vas-y, j'enchaîne comme si de rien n'était. Donc on a vite vu que le panier moyen était pas terrible et que le B2B ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, bah ouais, assez naturellement. Après, on a fait événement pour L'Oréal. Et puis après, L'Oréal a dit est-ce que vous pourriez faire une visite d'usine pour nous? Puis petit à petit, on s'est éloigné un peu de la sphère team building. Là, on est à 50% team building, 50% serious game. On a gardé le nom Urban Gaming qui donne le sentiment qu'on fait que des jeux en ville, alors qu'en vrai, Mhm. c'est 30% de notre activité maintenant.
Et je sais pas si tu as l'angle. Ouais, je vais quand même parler de. C'est lié au kiff, donc c'est dans le thème. Au tout départ d'Urban Gaming, j'ai eu ma phase work alcoolique à bosser comme un ouf. En plus, j'ai ma conjointe qui était à un moment donné dans une période de chômage, donc le Mhm. déséquilibre était un peu relou. Et puis petit à petit, on s'est affranchi de ça, on a réalisé qu'on pouvait garder un équilibre de vie. Et j'ajouterais que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde dit qu'il faut être solopreneur pour sculpter design, life, style. Et j'ai pas mal d'amis solopreneurs ou freelance, et franchement, je trouve qu'ils sont moins dans le kiff que quand tu crées ce qu'on appelle une Small Giants. Il y a un bouquin qui s'appelle Small Giants. Oui. Tu crées une boîte de 10, 20 personnes, nous on est 15. Et en fait, tu es beaucoup plus libre quand tu as créé des personnes qui bossent avec toi, sur lesquelles tu peux t'appuyer, qui sont en CDI, selon moi. Versus mes amis qui sont solopreneurs ou freelance, ils ont quand même une petite charge mentale quand ils partent en vacances parce que bah, ils sont un peu rendus quand même indispensables et ils m'ont donné, ok, soi-disant ils ont designé leur vie pour pouvoir aller en vacances et digital nomade, mais en vrai, c'est un peu, je trouve souvent du bullshit quoi. Et moi j'aime beaucoup la théorie des small giants qui dit bah, créer une petite boîte et pas l'ambition de devenir une licorne en mode grossir, 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 parce qu'en fait quand tu lèves des fonds ou quand tu dois recruter en masse, bah, les problèmes, c'est souvent là qu'ils arrivent, quoi. Tu as des pressions de partout. Par contre, bah, fais ta petite vie. Essaye de créer une boîte où les gens se sentent bien. Là, on a 15 salariés, ils sont bien, quoi. Il y a très peu de turnover. On a eu 2 personnes qui sont parties en 13 ans. Et du coup, bah voilà, c'est un petit kiff. On sécurise. On fait vivre en tout une cinquantaine de personnes en plus, parce qu'il y a aussi les animateurs qui bossent avec Mhm. nous souvent depuis 10 ans. Et puis parfois les créateurs de contenu en freelance, selon les besoins, créateurs de jeux. Yes. Et C'est voilà. intéressant ce que tu dis, parce que pour dévier un peu du sujet, ouais, on m'attraque beaucoup aujourd'hui, même dans toute carrière, tu vois, là, si on est sur les milieux, par exemple, dans ce podcast de l'événementiel, du loisir, de l'hospitalité, du spectacle, il y a pas mal de freelance et de personnes qui sont solo, entre guillemets, par choix ou par comment dire, c'est le marché qui parfois impose Oui, aussi la façon de fonctionner. bien sûr. Malgré tout, ouais, enfin, le côté solo est très lié à la solitude, quoi, et très lié à Mais la c'est charge ça. mentale. De mon côté, tu vois, j'ai beaucoup de mal à me dire que j'entreprendrai seul. Là, je suis sur un nouveau projet, j'ai eu une associée, et c'est un bonheur de pouvoir échanger des choses. Et tu sais, quand tu as des petits soucis dans ta life au niveau pro et tout ça, tu te dis putain, les salariés, c'est chiant, etc. Enfin, on va pas se cacher. Des fois, ça a son lot Mhm. de, D'emmerde, ah bah oui. d'emmerde, ouais. Mais d'un côté, si tu les avais pas et si tu pouvais pas t'appuyer là-dessus, comme tu dis, bah, t'aurais pas eu la liberté que ça t'apporte. Parce qu'au final, Bah oui, c'est ça. ça Et, t'apporte quand et, même une vraie base. et, et après, c'est qu'il y a aussi une question de culture managériale, c'est-à-dire que tu as des managers qui veulent se rendre indispensables. Nous, on est quand même beaucoup dans une culture de l'autonomisation et d'une forme de laisser-faire. Et c'est assez dingue. Les gens, là, on a eu un Alexis qui est arrivé il y a peut-être 3 mois. Il a fait son Mhm. rapport d'étonnement. Il a dit, mais c'est dingue le niveau d'autonomie qu'on a, quoi. Et pour autant, c'est hyper processé. Et ça s'est construit aussi on a fait des erreurs et tout. Alors là, moi, j'ai été assez surpris sur moi-même, tu vois. Je pensais que j'étais fait pour une forme de liberté, d'auto-ajustement, où chacun peut picorer un peu partout. On a fait ça pendant 7 ans. Là, depuis 5 ans, on a restructuré avec des pôles, des directeurs de business unit qui sont Mhm. chacun gardien de leur chapelle. Et en fait, je préfère largement ce mode-là. Euh, Moi, en fait, il y a une phrase qui parfois choque, mais j'aime pas trop parfois le côté collectif. Parce qu'on peut arriver à des consensus mous et où chacun a l'impression d'avoir cédé une partie de ses envies. Et du Le coup, plus compromis, c'est pas personne tout le ne, temps bon. exactement, plus personne ne sent vraiment moteur de l'idée. Moi, je préfère largement une dictature alternée où quelqu'un arrive avec sa vision et on accepte de se mettre à son service. Et souvent, c'est moi qui me mets au service des autres, c'est important, c'est pas genre parce que t'es cofondateur. Et du coup, on accepte de dire, ok, on va tenter ça, on regarde dans 4 mois les objectifs, tu portes cette Ouais, c'est ça. responsabilité-là. Et le feu sacré que tu as quand tu viens voir en disant j'ai cette idée-là, il faut surtout pas le tuer parce que moi, je suis peut-être un gamin parfois, mais quand j'ai une envie de faire un truc, j'ai envie d'y aller. Et Oui, toutes j'ai la ces même. remarques pertinentes, tu vois, au final, c'est super parce que tu intègres des angles morts, tu améliores ton projet, mais attention à ce qu'à un moment donné, l'ensemble de ces remarques ne viennent pas éteindre le feu sacré et que ce soit moins ta flamme. Et du coup, Oui, quand on fait le bilan 2 mois après, il n'y a rien qui a avancé parce que tu as tué l'envie, l'énergie du départ, tu vois. exactement. Ouais. Et c'est très lié au fait de ce que tu dis, là, la dictature alternée, d'être dans une
comment dire, une façon de fonctionner où il y a cette idée, bah, tenez, on va la tester, on va essayer d'échouer ou de réussir rapidement, de faire des tests, de prototyper, etc., pour voir si ça marche. Mais au moins, on teste et on va dans une direction tous Exactement. ensemble, on tire dans la même direction plutôt que d'avoir des moitiés, des moitiés d'envie de chaque personne qui, comme tu dis, ont lâché un bout de lest sur l'idée et ça marche pas au final. Ouais. C'est ça. Non, non, je comprends tout à fait ce que tu voulais dire. Juste, je voulais revenir sur la partie urban gaming. Encore, désolé, Non, juste pour qu'on mais comprenne bien, sur sa genèse et ensuite tu nous expliqueras ben là, son développement pour en arriver là. Toi, tu étais quelqu'un qui avait envie d'être dans ce milieu du ludique, comme tu dis, tu étais un enfant qui alors, créait des jeux de pistes et tout ça. Euh, Par rapport à tes études, tu l'as créé quand tu es sorti des études? j'ai créé en 2011. J'ai toujours voulu créer des trucs. En terminale, j'avais créé un site qui s'appelait AB Création, qui est une agence de création de sites. Je faisais des sites pour 1000 francs. J'avais une cliente, Alice Ok, Caron-Lambert, qui faisait ok, la cuisine des fleurs. J'ai 40 ans, moi, donc mec. fin des années 90. Ah ouais, t'as 40 ans, ouais, on dirait pas. Ouais, fin des années 90, c'est ça, ouais, ouais, complètement. Bah, t'as 16 ans, donc c'est ça, t'as raison. Non, ouais, c'est 99. ça. Ouais, 99, ouais. Et à l'époque, mais quand j'ai commencé le référencement, c'était sur Yahoo. La technique pour être bien référencé, c'était d'être premier dans l'alphabet. C'est pour ça que ma boîte s'appelait AB Création. Vive le brainstorm avec. Et du coup, après, donc j'ai créé des sites pour 1000 francs. Après, je m'étais mis freelance SEO à l'époque, mais c'était le début de Google. C'était vraiment, il y avait des arnaques. Tu mettais du texte blanc sur fond blanc, du coup, tu remontais sur ce mot-clé-là. Enfin, toutes ces. Et petit à petit, j'ai toujours fait en parallèle du freelancing. Après sur les AdWords, après sur la stratégie community management. Et en fait, euh, j'ai toujours eu cette envie de créer. Et j'ai toujours été en mode attiré par un kiff, une envie, et peut-être que ça deviendra un truc, quoi. Et là, par exemple, quand j'ai commencé à faire des créations de sites, c'est parce que j'avais créé une chasse au trésor sur les Simpsons en ligne, sur Ok. Multimania à l'époque. T'as pas connu ça, toi, jeune. Non. Mais c'était, il y avait eFrance, il y avait Multimania, c'était des sites, tu pouvais héberger ton site là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis mis à créer des sites, tu vois. Et à chaque fois, c'est pour ça que je crois beaucoup à l'énergie de faire un kiff qui va t'amener ailleurs, parce que tout m'a amené à chaque fois des micro-projets qui m'ont amené ailleurs, et petit à petit, ça devient gros. Et du coup, l'envie de bosser dans le jeu, c'était assez naturel parce que j'étais comme ça quand j'étais petit, cours de récré et compagnie, et ça m'a toujours poursuivi. Et après, à la base, ça s'est fait tellement naturellement. J'ai créé un blog sur Paris. Et après, la première étape, c'était mes jeux de piste. J'ai oublié cette étape-là. C'était ridicule, mais je me revois. J'étais voir des personnes en pitchant cette idée-là. En gros, je voulais Ah faire ouais, vas-y. des jeux de piste pour 2 euros. Et il y a une 2 première euros. étape, ouais, si tu veux, c'était des petits livrets papier. Il y a une première étape où j'ai été voir des SDF dans le métro qui vendaient, parce que j'ai toujours eu aussi envie d'aider les gens sans vouloir passer pour le Hmm. gros samaritain, mais j'avais appris, à l'époque, je faisais de la magie, j'avais essayé d'apprendre la magie des cartes à SDF. Et à l'époque, du coup, j'avais été voir des personnes à SDF dans le métro et je voulais qu'il essaye de vendre mes fascicules et que je lui refourgue. Et il y a un journal, Macadam Journal à Paris, qui fait ça. Ok. Après, j'ai vu que c'était pas évident. J'ai tenté dans des boulangeries de mettre mes box de jeux de piste à 2 euros, 2 euros, 20 minutes, 2 heures de jeu, c'était le slogan, bon, C'était une sorte de minable. magazine, quoi, au final, des. Ouais, c'était des petits livrets, je pourrais te le renvoyer, mais Ouais. c'était, ouais, ça tenait sur 8 pages. Comme les mots fléchés, quoi. T'achètes 2 euros dans un bureau de Exactement, tabac. Ok, ouais. exactement. Et après est venu les journées du patrimoine, l'envie de faire une application, etc., tu vois. Mais tu Et du bossais, enfin, je coup, veux dire, tu étais toujours freelance ou tu avais ah un ouais, salariat à côté ah non, j'ai toujours été salarié moi. J'ai eu 2 ans chez Auchan, ouais, pour revenir quand même, hein. J'ai fait une alternance, d'abord une césure, donc une année de stage chez Auchan. Ils m'ont proposé une alternance, j'étais au service communication. Ok. J'ai fait bon duel avant. En fait, à chaque fois, c'est marrant, mais à chaque fois, j'avais une mission au début j'étais embauché pour un truc. Là, par exemple, bon duel, mon maître de stage était parti en vacances. J'avais rien à foutre, j'avais fait le tour des services, j'avais vu que toutes les business units, les départements avaient des photos et partageaient ça avec des disquettes à l'époque, imagine. Et en fait, j'avais dit, mais on peut créer des réseaux, et je m'étais mis à créer un réseau pour que tout le monde puisse échanger. Et quand mon maître de stage était revenu, il avait halluciné, il m'avait convoqué avec le N+3 pour dire ce que j'avais fait. Et j'ai toujours eu l'envie d'explorer et d'être proactif, tu vois, dans mes envies. Donc, ouais, c'est ce côté entrepreneur et le jeu, c'était naturel parce que c'était le prolongement de qui j'étais profondément à l'école. Et après, je tiens à dire un truc aussi, les personnes avec qui je me suis associé, c'est elles qui ont fait aussi énormément, quoi. Parce que là, tu vois, par exemple, Guillaume, qui faisait ses visites guidées, qui avait pris le risque de quitter IBM quand même, après plusieurs années, 12 ans, je crois, chez Parce que, IBM. attends, juste je te coupe, Ouais, pour réexpliquer, parce que on perd pas le fil, Guillaume, IBM, etc. ouais. Tu,
Donc là, après, tu décides de faire le grand saut dans le jeu, du coup, sur ce Ouais, format-là, parce que tu avais le blog sur Paris pour, c'est ça. qui t'a J'étais permis encore en en fait poste. d'avoir une. Ouais, J'étais en t'étais poste encore à en poste. le BG. Je commence à faire les jeux de piste papier. Bon, pas terrible. Je commence à faire les journées du patrimoine. On fait une application, énorme flop. Mais évidemment, tu te prends un échec, tu continues, et au bout d'un moment, on se dit, bah tiens, en fait, il y a des demandes de team building, grâce notamment à Guillaume. On a eu Bouygues Télécom, parce que Guillaume avait des demandes de visite guidée pour des groupes de 60, il savait pas comment les gérer. Et Là, une tu étais en espèce poste d'ass... encore? J'étais en poste, je suis parti quand on avait eu Bouygues Télécom et L'Oréal, Ouais. et du coup, et au passage, le BG, super boîte, je suis parti vraiment en super bon terme, j'interviens encore parfois pour eux, je les aide, club d'affaires. Et ouais, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir avoir des side projects, et le temps du soir, Netflix, pour moi, c'est souvent l'envie d'explorer des nouvelles pistes, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, là, quand on parle de comment faire kiffer les gens, bah, il y a la notion de faire, de comment et tout ça. Donc là, tu nous dis que tu t'associes. Tu as combien de personnes avec toi? Voilà. C'est quoi leur profil? Et du coup, bah, comment ça démarre un petit peu? Et peut-être tu as des anecdotes là-dessus Ouais, sur le carrément. développement, tout ça, quoi. Alors, au tout Comment départ, tu noues les rencontres? tout au départ, on a deux devs avec nous, Jérémy Kamel, qui sont toujours là, cinq cofondateurs, enfin quatre cofondateurs plus cinq associés toujours là. Donc c'est la personne que Euh, tu disais tout à l'heure, quoi. Tu as ouais, une personne de chez IBM qui est. En fait, c'est exactement. trois devs Alors, ça, ou. c'est Guillaume. Au tout départ, vraiment, je reviens dans l'échange. Au tout départ, je rencontre Guillaume, qui lui fait des visites guidées. On se dit, faut Ouais. qu'on fasse un truc. Via mon boulot à l'EBG, j'ai un ami développeur, Hervé, qui me met en contact avec deux devs. Euh, on se parle autour d'une bière dans un bar au Bellucci's dans le 19e, et on se dit, mais en fait, j'aimerais trop faire cette application. Il me disait, allez, on te suit. Donc on fait une application, les devs acceptent d'embarquer le projet sans aucune garantie, quoi. Ils y vont en mode, allez, on y va. Le mec a l'air de vouloir faire des kiffs, on le suit. On est quatre. L'application, c'est un flop. Par contre, on a une demande de Bouygues. Je me mets un peu avec Bagou à contacter les constructeurs de tablettes, vu que c'est Bouygues, les meilleurs vendeurs de Bouygues. Samsung nous donne 20 tablettes. Ok. Donc vraiment là tu dis la synchronicité quoi. C'est alors après j'ai aussi contacté tous les constructeurs de tablettes. On s'est retrouvé avec des échanges avec Samsung en Corée. Enfin c'était en mode j'étais prêt à tout quoi. Si on me dit non j'essaie de rentrer par la fenêtre. Et après du coup au départ on n'avait pas de locaux. On se retrouvait à différents endroits. Le ciel de Paris ou de la Tour Montparnasse. Tu vois on se faisait on bossait dans des endroits sympas. À un moment donné, moi je suis un peu SEO, tu sais, donc on avait pas mal de demandes. J'avais fait un site pour les journées du patrimoine. Après, j'avais fait une redirection vers le site Urban Gaming, ce qui fait que j'avais un peu margoulé le truc, tu vois. Il y a plein de personnes qui avaient été sur le site des journées du patrimoine. J'ai fait une redirection 301. J'avais changé des trucs et on avait très rapidement été dans les 6 premiers sur Team Building Paris, donc on a commencé à avoir des Ok. demandes. Avec Guillaume, je me rappelle, une journée, on a eu 3 demandes. Il y avait Nautilus, il y avait Darty, enfin bon. Et on se retrouvait encore à l'époque, on était quatre avec les devs, mais à Guillaume et moi, on animait les sessions. Et du coup, une session, c'est quoi? On arrive pour une réunion, on met des tablettes tactiles, on explique les règles, les gens partent en équipe de 4-5, ils jouent, Dans et Paris. après, dans Paris, c'était le début, parce qu'on faisait que ça. Et après, on se retrouve et on fait un débrief sur la base des photos, vidéos qui ont été prises, parce qu'il y a des défis, tu sais, où tu peux te mettre en scène, faire des petites danses. Et avec Guillaume, on était des animateurs, et à l'époque, j'étais beaucoup moins à l'aise en prise de parole en public. Et je me rappelle une session avec Guillaume où les vidéos étaient pas très drôles, et on s'est regardé, on était en mode, mais est-ce que tu vas dire quelque chose pour sauver le truc? Parce qu'il y avait une espèce de silence dans la salle partout. Et c'est là où on s'est dit, punaise, il nous faut quelqu'un. Et là, on a rencontré David, qui lui était hyper à l'aise, qui avait fait des études RSE, donc rien à voir. Mais on l'a mis sur un projet autour de L'Oréal, une usine. Il a été super animateur. On a dit, vas-y, on te fait rentrer au capital. Et on est parti comme ça à 5. D'abord à bosser chez soi, puis avoir un petit local Passage Choiseul. Alors c'était génial parce qu'on avait accès au toit du Passage Choiseul. Je sais pas si tu connais, mais c'est des passages couverts de Paris. C'est assez Ouais. ouf. Un peu à la Lyon aussi, il y a les Traboules, mais c'est un peu ça en mode il y a des verrières au-dessus, tu peux y aller. Mais par contre, c'était au-dessus d'une bijouterie, c'était un peu bancal, branlant, etc. Mais au final, on avait des locaux, quoi. Et puis petit à petit, là, on a déménagé 4 fois. Là, on a un 200 mètres carrés à côté de Saint-Lazare. Ça a pris de l'ampleur, mais vraiment étape par étape, tu vois. J'ai pas l'impression qu'on ait brûlé une étape. Par contre, peut-être que c'est mon tempérament toujours optimiste, mais j'ai pas l'impression qu'on soit pris de grandes claques dans la gueule. Même le Covid, tu vois, on a dû tout réinventer. Je trouve que c'était une super énergie entre cofondateurs parce qu'on s'est mis à faire beaucoup plus de jeux à distance. Et tout s'est fait assez naturellement, en fait, quand tu y penses. J'ai pas l'impression qu'à un moment donné, on est badé en mode, ah, là, on se prend des claques, on a envie d'arrêter, tu vois. Hmm. Les jeux, c'est vous qui les créez? Enfin, Ouais, c'est oui, votre pardon. création originale, ouais?
as complètement raison. Alors là, maintenant, on est 15. Dans les 15, il y a 4 personnes qui sont des ingénieurs pédagogiques, créateurs de contenu. Genre game designer un petit peu aussi. Exactement, exactement. On a créé, grâce à Jérémy Kamel, les développeurs, un back-office, un outil qui permet de tout faire sans avoir à faire du code. Ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs du serious game qui, au final, ils ont des développeurs et à chaque fois, ils vont un peu repartir. Nous, on a un outil qui va super loin, qui permet de faire des expériences immersives avec une quarantaine de types de défis, tout en restant juste en mode je code, j'ai mon back-office, j'ai pas à être développeur, quoi. Et donc, du coup, 4 créateurs de contenu, 4 sales, des vendeurs, 2 marketeurs, 2 devs et puis l'admin. Mais bon, je n'ai pas le calcul en tête, ça fait 15, j'ai peut-être oublié quelqu'un, désolé si c'est le cas, mais bon, je sais pas. On t'en tiendra par rigueur. Et donc, tu te dis, voilà, vous créez les jeux vous-même. Au début, c'est vous qui les animez. Vous faites quoi pendant la journée? Les gens, ils sont dans Paris, ils cherchent les trucs. Toi, tu bois des cafés, t'attends et tu Bah, vas voir le en chercher. vrai, alors, au tout début, quand on lançait le jeu, il y avait des bugs, donc on était là en mode, ah, il y a des bugs. On a eu des OP catastrophes, hein. Au tout début, bah, tu lances le truc. Moi, j'ai eu une. C'est quoi les jeux? Tu dois prendre des photos, Alors, tu si tu dois. veux, c'est que tu connais Pokémon Go. Ouais. Le premier jeu qu'on a fait, c'était bien avant Pokémon Go en 2011. C'était une logique de, tu as un point de départ au début, donc tu as des équipes, elles sont ventilées. Si tu veux, tu pourrais peut-être faire un insert vidéo, mais tu le fais peut-être pas. Mais en gros, tu as des équipes qui sont ventilées, elles ont un point de départ. Et une fois qu'elles débloquent le point de départ, tu vois la carte et tu vois des défis de différentes catégories, un Ouais. peu comme un Trivial Poursuite où les cases deviendraient le plateau de jeu. Il faut à chaque fois s'approcher à moins de 3 mètres pour débloquer le défi. Et tu as des défis vidéo où tu dois créer des chorégraphies, des défis énigmes où tu dois résoudre des énigmes, des défis culture où tu découvres des extraits de films qui ont été tournés là où tu te trouves, des défis un peu observation, tu dois retrouver des vieilles cartes postales historiques, le point de vue, tout a changé. Et du coup, c'est le premier jeu qu'on a fait. Alors maintenant, on a plus de 40 jeux, hein. Mais le premier jeu qu'on a fait était centré sur le côté découverte à tes souhaits. T'as eu le Merci. réflexe? Alors attends, t'es un vrai pro. T'as eu le réflexe de muter ton micro pour Bah oui, éternuer. bien sûr. Punaise, Les, c'est les c'est pas un auditeurs amateur le vont mec. se poser. Ah oui, il y a un petit bouton sur mon micro. C'est très, très Très simple. malin. Très malin. Et du coup, maintenant, on fait des jeux, des modules e-learning, des jeux un peu serious game immersifs sur PC. On fait des jeux très variés. On a plus ce jeu-là, mais un mélange de murder mystery, je sais même plus comment on dit ça, et de Dans la dégustation de vin. partie. Voilà, murder party, Ah, merci. On a fait tellement de jeux, bah, faut regarder sur urbangaming.fr. Bon, je te fais quand même un peu de pub. Il y a 16 team building et 16 serious games. Sur les serious games, on fait beaucoup de jeux pour l'intégration des salariés, pour la gestion de crise, pour changer les comportements, développer des comportements agiles, sur la gestion de crise, sur les déménagements. Là encore, lundi, mardi, on a un déménagement de 400 personnes pour une boîte qui s'appelle Covivio. Euh, Là, cet après-midi, j'étais avec grosse boîte. PwC pour qui on fait un programme d'onboarding, intégration de salariés. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on fait l'intégration de salariés de PwC, mais on fait aussi pour d'autres cabinets comme Grant Thornton, on a fait des jeux pour KPMG, enfin bon. On crée des jeux et en gros l'idée, le pitch en gros, c'est que les salariés, il y a plein de sujets sur lesquels c'est un peu relou de les aborder de manière classique, que ce soit un module e-learning, une prise de parole du patron. Nous on est là pour un peu mélanger le côté apprenant et le côté créer des moments conviviaux. Hmm. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, ils vont vivre un truc unique, ils vont faire un escape game. On a des escape games avec des mallettes et des tablettes. Enfin, ils vont vivre comme ça une expérience de 2 heures. Non seulement ça va créer du lien, ça va être marquant. Il y a l'ancrage mémoriel, ils vont vivre l'expérience et du coup, tout ce qui est associé va être retenu. Et puis après, on fait passer des messages très complexes de manière ludique. Moi, je voulais être journaliste aussi quand j'étais petit. Et au tout début, quand j'ai créé du contenu pour la sûreté nucléaire, pour des maladies de peau, à chaque fois, il y a aussi un challenge intellectuel de te dire, on t'envoie des documents d'une technicité où tu te dis, waouh, va falloir rendre ça ludique. Et la satisfaction de se dire, en fait, tu peux rendre ludique un truc qui à la base est relou. Et là, tu vois, par exemple, sur le jeu, on a un jeu sur la RGPD ou sur la loi anti-sapin, anti-corruption. Bah, des fois, il y a des directeurs de département, ils viennent nous voir en disant je vais les tuer. Le juridique, il nous a donné 300 slides, je suis censé leur présenter ça, je ne veux pas faire ça, tu vois. Et c'est aussi parfois sur les sujets les plus relous où bah, c'est pas mal de penser au jeu, quoi. Ouais, à mettre un peu en scène le tout, quoi. Parce qu'au final, le, le- on peut faire le parallèle, si tu veux, avec le stand-up et tout ça. Peut-être qu'on y reviendra après. Qui fait passer des messages avec du rire et d'émotion. Et ça peut être pareil dans le pro, quoi. De se dire, Bah, c'est ça. avoir cette notion de théâtre et de toujours garder un fond
un fond sérieux et des messages à faire passer, mais une forme qui est plus légère, qui est plus facile C'est à ça. digérer, surtout par les collabs. Ouais. C'est ça. Mais le challenge, il est à la fois d'ouvrir les chakras, c'est-à-dire que quand tu as un module e-learning ou un énième discours d'un des patrons, bon, a priori, sauf si le mec est vraiment bon, tu vas. Et le deuxième challenge, c'est de rendre simple quelque chose qui paraît compliqué de prime abord, tu vois. Et ces deux challenges-là, quand tu les mets ensemble et qu'en plus tu crées du lien dans une ère où les gens sont maintenant beaucoup plus en télétravail et parfois il y a des entreprises qui ont l'impression d'être freelance pour leur boîte parce que la culture entreprise, elle est un peu morte avec le télétravail pour certaines boîtes. Bah, ça devient intéressant, quoi. Ça devient utile, nécessaire de reconnecter les gens et de les faire jouer ensemble tout en renforçant le côté mémorisation, formation, tu vois. Ouais, non, non, mais je comprends très bien. Moi, j'ai une question, c'est quoi, par rapport à tes 13 années d'expérience là-dessus, tes meilleures astuces, tu vois, les choses qui font votre succès, si tu veux. Je sais pas si tu comprends la question, mais Je vois pour alors, justement atteindre l'objectif que tu t'es fixé, tu vois, de créer du lien, tout en faisant kiffer les gens avec tes offres et tes produits, tu vois, tes ouais. expériences. Quelles sont les clés du succès, tu vois? Moi, il y a un truc, alors je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais au fur et à mesure des années, j'ai appris à considérer l'autre dans son humanité, tu vois, c'est con, mais à chaque fois, au début, mes rendez-vous commerciaux, j'étais en mode, ok, le directeur du département finance, et en vrai, la question, c'est, enfin, je déteste, et c'est Frédéric Laloux qui a parlé de ça, un gros problème qui arrive dans les entreprises, c'est qu'on considère l'autre dans sa fonction. Tu vois, il y a une espèce de guerre de département, t'arrives, les commerciaux ils te disent le service facturation ils cassent les couilles, ils nous font perdre des clients parce qu'ils ont leurs règles, le service RGPD pareil. Et en fait, petit à petit, ça crée des tensions de dingue. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est faire en sorte que les gens se reconnectent à qui ils sont profondément. Et il y a des études, ça paraît anecdotique, mais Frédéric Laloux, par exemple, qui a écrit Reinventing Organization, un livre que je Mhm. conseille, il a montré que si tu caresses le chien de quelqu'un envers qui tu as de la haine, parce que des fois il y a des tensions, bah en fait, tu plus de tension. Si tu reconsidères l'autre dans son humanité. Et du coup, nous, on utilise beaucoup la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, je sais pas si tu connais. Non, mais Ah, dis-nous en plus. tu vas briller au prochain repas de famille. En fait, ça dit, Howard Gardner a dit que l'intelligence mathématique, elle est survalorisée dans notre société. Tu vas faire spécialité maths, tes parents vont être contents, super, mais au final, est-ce que c'est ça qui va faire qu'on peut considérer que tu es intelligent, que tu réussis dans la vie? Hmm. Howard Gardner a montré 8 types d'intelligence. Et attention, je me foirais, mais je me lance en mode, je mets les doigts comme ça, je peux pas en oublier une. Donc, intelligence mathématique, intelligence linguistique, le fait de trouver les bons mots quand tu parles. Intelligence visuo-spatiale, le fait de se repérer dans l'espace, de savoir où garer la voiture ou je ne sais quoi. Intelligence kinesthésique, le fait de reproduire des bons gestes, reproduire une chorégraphie avec le corps. Intelligence musicale, le fait de connaître les notes, enfin, avoir cette sensibilité-là. Intelligence naturaliste, et pas naturiste, il y avait naturiste qui est mis en mots, bon, je sais pas si ça existe, mais ça me paraît chelou. C'est notre kiff, Nature... ça. C'est un autre épisode. Naturaliste, le fait de s'intéresser à la nature et de savoir plein de choses là-dessus. Intelligence intrapersonnelle, le fait de prendre du recul sur ses émotions et de pas être un peu instinctif animal, mais savoir dompter ses émotions. Et extrapersonnel, le fait de se connecter à l'autre avec empathie. J'ai cité les 8. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'y arrive. À chaque fois, il m'en manque une. Et en fait, on aime bien le fait d'utiliser ça. On a par exemple un jeu Les Smart People, mais on l'utilise sur d'autres aspects, sur lequel on va faire des équipes d'intelligence complémentaires. Et tu vas avoir, moi par exemple, je suis bon en intelligence mathématique, en intelligence kinesthésique, tu me demandes de reproduire une chorégraphie en vidéo, je prends la caméra, je dis vas-y Morgane, danse. Et en fait, le fait Ah, c'est sympa, d'aborder, ouais. On va faire ça là pour les auditeurs. le Je fait suis d'aborder, chaud. le fait d'aborder, tu veux y aller? Non, 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 ça ira, c'est bon. On n'a rien préparé. C'est trop d'impro, là, trop de pression. Ouais. Mais le fait d'aborder avec un prisme nouveau, en fait, c'est trop marrant parce que là, tu réalises, bah, heureusement que tu étais là sur ce défi-là, et puis à l'inverse, heureusement que moi j'étais là sur ce défi-là, il y a un côté complémentaire. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est encore une fois une nouvelle manière de se découvrir, c'est sur les points d'intérêt. Tu prends une tour comme KPMG, bon, je sais pas, ils sont 8000, admettons, je sais pas, ils sont peut-être beaucoup moins, je sais pas. Bah, moi, par exemple, je suis joueur d'échecs, tu vois, j'adore jouer aux échecs. Si je bossais dans une tour comme ça, mais j'aurais trop envie de me connecter aux gens qui partagent cette passion-là. Toi, tu as eu ta période automobile, tu m'as parlé voiture de collection, il y a peut-être des gens qui sont passionnés. Et en fait, j'adore l'idée de faire redécouvrir les gens sous un nouveau jour et créer, Spotify appelle ça les squads, culture de la guilde, créer des énergies transversales de personnes qui vont se connecter sous des nouveaux sujets. Quand tu arrives à multiplier ça, au final, ta boîte, elle est invincible parce que, alors,
il y a un vrai avantage au-delà du côté les gens sont bien heureux, donc plus productifs. Il y a plein d'études qui montrent ça. Il y a un côté aussi où il y a une agilité naturelle qui se fait parce que les départements communiquent plus entre eux. C'est pas genre tel BU est dans sa tranchée et il y a une mauvaise communication avec l'autre. C'est vraiment en mode au quotidien, il peut y avoir des liens qui se créent et des synergies qui se créent et les infos passent plus vite, tu vois. Et ouais, du coup, que ça soit dans ma relation humaine ou dans les activités qu'on fait, le fait de réussir à reconnecter des personnes et à les faire voir sous un nouveau jour avec des points communs ou des complémentarités, c'est vraiment un truc incroyable, je trouve. Ouais, théoriser ces intelligences, là, tu vois, de tout ce que tu viens de me dire, au final, ça paraît ultra limpide. C'est-à-dire que il y a pas de. Enfin, je remets pas en cause et c'est sûr que ça te Ouais, fait voir les choses sous un autre prisme. Et dans l'interaction humaine, qu'elle soit pro ou perso, c'est sûr que souvent on oublie, quoi. Tu parlais, pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, tu disais l'exploration de soi, le côté psychologique et tout ça. Tu parlais du profil MBTI. Euh, enfin, surtout le milieu pro, certes, mais moi je trouve qu'on sous-estime énormément ces parties-là. de Il ouf. y a eu beaucoup de personnes qui l'ont peut-être surutilisé, ou si vous êtes un peu sur LinkedIn et Twitter, etc., parfois ça part un peu en cacahuète, on va dire, Mmh. et il y a des gourous de tout ça et qui peuvent vous faire croire que c'est du fake, mais au final, pour l'expérimenter, quand on parle à des gens qui l'utilisent vraiment pour l'interaction avec l'autre, c'est puissant, quoi. Bah oui. Et puis c'est sûr qu'on se Puis même pour projette, soi. naturellement, on se projette sans comprendre la réalité de l'autre. Et tu vois, j'aime bien dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent, je sais pas si tu l'as lu ce livre-là, il parle d'un exemple tout bête, mais c'est un mec qui rentre dans le métro, il est fatigué, il a une dure journée de boulot, et puis là, il y a un autre mec qui rentre, il a ses 3 enfants, 3, 8 et 10, et les 3 enfants, ils se mettent à courir partout, à crier et tout, mais en mode désagréable, en mode, il se dit, mais ils sont pas éduqués, ces gamins-là, quoi. Et du coup, il s'adresse au mec dans le métro qui est le papa, il dit, mais vous pourriez pas tenir vos enfants, quoi. Et le papa, il dit, désolé, leur maman vient de mourir d'un cancer, on est tous un peu sous le choc, je les laisse faire, quoi. Et là, tu te dis, punaise, en fait, tu vas créer des projections de qui tu es avec le profil MBTI sur l'autre, tu vas interpréter des choses qui sont faites avec ton jeu de valeurs et ton prisme à toi. Et si tu prenais le temps d'essayer de comprendre la situation de l'autre, alors là, c'est un exemple extrême, évidemment, mais on a tous notre carte du monde. On a tous Mm. quand quelque chose arrive, on a tous, tu vois, moi j'aime bien la question de où tu parles. Quand on fait un tour de table et que les gens ont des idées, déjà, le challenge, j'ai beaucoup de mal à ça, mais c'est que le dernier de parole et écouter vraiment les gens sans leurs ailes biaisées. C'est super dur, mais j'essaye, j'y travaille, mais j'y arrive pas encore. Et après, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, mais la meilleure technique, c'est pas d'essayer de rentrer dans les arguments, c'est de dire, mais de où tu parles? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et là, tu vas réaliser qu'en fait, il lui est arrivé des trucs que tu connais pas ou que tu connais, et il fait des analogies avec son passé. Et c'est la meilleure manière de soit changer d'avis, soit convaincre la personne. Parce que peut-être que ces analogies, tu vas considérer qu'elles ne sont pas justifiées, parce que le problème n'est pas le même. Dans ce cas-là, tu peux dire, ok, cette analogie-là, est-ce que tu as pensé à ça? Peut-être qu'au final, tu vas te dire, cette personne-là a une expérience que je n'ai pas, il faut que j'intègre ce qu'il me dit. Mais le de où tu parles, que ce soit dans les sentiments que tu exprimes avec l'autre, quel est ton moment de vie en ce moment, que ce soit dans ton savoir par rapport à tes expériences passées dans le boulot, de savoir même tes compétences avec les intelligences multiples et tout, mais de où tu parles, c'est hyper important. Et ça évite souvent de créer des tensions parce que quand il y a une tension qui naît et que tu te projettes comme lui, bah, tu as l'impression qu'il parle de toi. Et toi, Mm. si tu as quelqu'un qui est plutôt dans les faits et qui est pas du tout dans le côté mettre les formes, bah, tu te dis, moi, si je ferais ça, c'est que je déteste la personne. Alors qu'en fait, c'est juste la personne, c'est sa manière de faire. Et, Ouais, c'est et ça, si tu c'est passes 10 notre minutes à lui demander nourriture. comment elle va au début, ça va la saouler, quoi. Tu vois. Ouais, c'est le profil bleu, etc., ouais, par exemple. Exactement. Les clashs, mais c'est voilà, juste pour dire que c'est super intéressant. Donc regardez tout ça. On s'est un peu éloigné des sujets, mais c'est quand même super deep, super profond, et au final, bon, ça lie au sujet de la carrière dans les secteurs du kiff, hein, et ça Ouais. servira à plein de monde qui va nous écouter. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je vois T'as eu- t'as qu'on eu- a. on va, J'aime bien te challenger, on va s'aligner un peu encore des sujets, mais je te pose des questions. Tu as eu beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs dans le podcast ou pas? C'est plutôt des artistes, le notion de kiff, elle est liée plutôt à quel type de métier de ce que tu as eu? Beaucoup de kiff. Moi, j'ai eu quelques entrepreneurs, ouais, qui étaient dans l'escape game, justement, dans la production de spectacles, ou dans les festivals. Après, j'ai eu des artistes, bien sûr, des gens qui sont dans le milieu, justement, de la scène, donc sur ou derrière la scène.
Ensuite, j'ai eu des personnes, bah, tu peux regarder qui sont. Ah si, j'ai eu d'autres entrepreneurs aussi dans la restauration immersive, comme Jade d'Ephémera. Hmm. Et là, dans les prochains épisodes, il y a toujours cette notion de loisirs, de spectacles, d'events et d'hospitalité, quoi. J'aimerais creuser Trop un petit bien. peu plus la notion d'hospitalité, que j'aime beaucoup, moi, c'est accueillir les gens, tu vois, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, ou après l'événement, c'est aussi de l'hospitalité, tu vois, pour justement parler un petit peu plus de cette notion de service, tu vois, de kiff par le service que tu rends aux autres. C'est cette limite qu'on pourrait qualifier de performance, tu vois. Moi, c'est ça qui Mhm. m'attire en fait dans ce podcast et ça va lier très bien à une question que je voulais te poser avant de partir sur des sujets plus personnels. Mais Mhm. juste pour finir ma phrase, c'est cette idée c'est beaucoup d'humain en fait, tu vois, le kiff, si on utilise ce terme d'argot, euh, comme ce que je faisais dans ma première boîte par exemple, où en fait tu étais au service des gens sur le circuit automobile avec, si tu veux, leur expérience était très très liée à ce que toi tu leur délivrais comme émotion, comme sourire, comme geste, comme proposition surprise mais ça peut être très con du petit café que tu leur sers à l'endroit où tu les amènes alors qu'ils l'ont pas demandé et que tu leur fais pas payer. Mhm. Enfin, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Je pense que des maîtres d'hôtel, tu vois, 5 étoiles, etc., auraient beaucoup à nous dire là-dessus. Donc peut-être appel du pied pour des, pour C'est des intéressant. futurs, pour des futurs invités. Et je, Après, je voulais te poser la question. Oui, ça vas-y, pose une vas-y. question quand même pour rebondir sur la scalabilité du kiff. C'est-à-dire que des choses dont tu parles, tu vois, et même tu parles d'hôtel 5 étoiles, de montrer les choses, c'est lié. Parce qu'il y a deux visions, hein. Le faire kiffer à petit groupe, tu vois, même niveau perso, on en reparlera, mais je fais des trucs sympas. Et le faire kiffer quand tu as un groupe de 600 personnes et parfois des merdes la veille à gérer parce qu'il y a des surprises et tout, c'est vraiment c'est pas forcément non plus un métier du kiff, je tiens à le dire pour les gens qui gèrent dans les backdoors, évidemment, on le sait, hein, c'est Ouais, choisir le back-office. l'événementiel. Si tu as vraiment envie de kiffer dans ton boulot, est-ce que choisir l'opérationnel de l'événementiel, c'est le meilleur des clés? Je ne suis pas certain, tu vois. Bah, encore une fois, il faut être aligné avec soi-même. C'est-à-dire que C'est si tu aimes ça. la pression, si tu aimes les choses qui changent tout le temps, gérer plein de choses, être sur le terrain, être avec les gens, tu vois, enfin, c'est ça, c'est des métiers d'humains. Et la scalabilité, en fait, elle n'est pas scalable comme un logiciel ou comme un produit digital. Par contre, tu peux arriver à faire des événements, tu vois, enfin, ou des lieux qui vont attirer des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur la durée. Et c'est dans ce sens-là que le kiff est scalable et répétable, comme un parc d'attractions comme Disney, tu vois, qui accueille, j'ai même pas les chiffres, tu vois, en termes de nombre de personnes, de visiteurs, mais tu as cette scalabilité par les process, tu en parlais tout à l'heure, tu vois, de chacun à son rôle, les acteurs, les comédiens, etc., etc., et puis toutes les personnes qui sont en back-office, et cette ingénierie-là, parce que des fois, il y a de l'instinctif, tu vois, il y a le côté, bah, tu rends un service, ou en tout cas, tu improvises, tu vois, en termes d'acting et de ce que tu rends, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont calées, tu vois, scriptées, et exécutées à la lettre pour justement que la magie opère, tu vois, comme pour prendre un peu les mots de parc d'attraction de Disneyland, etc. Moi, je voulais te poser la question là-dessus, ça tombe très bien, sur c'est quoi tes meilleurs moments, tu vois, toi, avec tes clients, justement, avant de revenir sur la partie plus perso, pardon. Voilà, ceux dont tu te rappelleras toute ta vie ou qui restent un peu en tête, justement, dans cette notion de tu les as fait kiffer, quoi. Et tu te dis, waouh, là, on a vraiment réussi notre truc. C'est pas une histoire de vanité, tu vois, je te demande pas je pense que t'es pas un mec comme ça, tu vois, d'être égocentrique à dire voilà, on est les meilleurs, on a fait des trucs de malade, mais je pense que dans toute boîte, il y a des moments un peu dont tu te rappelles, tu vois. Ouais, alors moi j'ai adoré une opération qu'on a faite avec un gros groupe de luxe que je ne peux pas citer Mhm. parce que ils veulent pas qu'on communique sur leur marque. Mais en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu l'as compris avec l'intelligence multiple, j'aime bien créer des liens entre des gens qui a priori ne parlent pas trop. Et en fait, cette grande marque avait une culture assez étonnante. Il y a, on va dire, la moitié de jeunes asiatiques. Je suis très caricatural, c'est plus subtil que ça, mais la moitié de jeunes asiatiques et l'autre moitié de personnes d'un certain âge qui sont très portées sur l'historique de la marque. Mhm. Et ces deux cultures cohabitent sans vraiment se parler, tu vois. Et on a fait un jeu qui s'appelle le Digital Trends, mais qu'on avait adapté, c'était un jeu pour la sensibilisation aux outils digitaux. Et là où habituellement ils faisaient ça en mode chacun de son côté, va découvrir via des petites formations comment utiliser Slack, comment utiliser les outils internes de messagerie et tout, on avait fait en sorte que ce soit des équipes qui mixent des personnes
qui sont là depuis longtemps avec des jeunes asiatiques. Je suis hyper dans la caricature, mais c'est plus subtil que ça. Et on avait fait en sorte qu'il y ait des partages de bonnes pratiques et qu'on soit dans le reverse mentoring. Et j'avais adoré ça. Pourquoi? Parce que quand on a fait le brief, on voyait que les deux populations se mélangeaient pas. Et après, on a vu les connexions, par exemple, les jeunes asiatiques qui utilisaient WhatsApp pour garder le contact avec leur famille, et les personnes d'un certain âge qui regardaient en mode mais il me faut trop ça, est-ce que tu peux me l'installer pour avec mes petits enfants, tu vois? Et ce côté de se dire que à la base c'est de l'eau et de l'huile et on arrive à mélanger et ça arrive vraiment à communiquer et à se partager des tips. Et à côté de ça, les personnes qui étaient là depuis longtemps aussi avaient une connaissance de la culture maison beaucoup plus forte. Et un peu comme ce que je te disais avec les smart people, le défi des intelligences multiples, ben, en fonction des questions, ils étaient beaucoup plus à l'aise pour. Et tantôt c'était les jeunes, tantôt. Et en fait, j'avais adoré. Je me rappelle avoir été sur un petit nuage sur le débrief de constater que, en fait, on avait limite pas envie de prendre la parole parce qu'on voyait qu'ils échangeaient tous en petits groupes de 4, mais en mode, ils s'apportaient énormément mutuellement. Ouais. Et on avait même pas. Exactement. Et le reverse mentoring, c'est génial, la culture apprenante. Et moi, je suis passionné, hein. Je pars toujours en digression, tu me dis, mais c'est des sujets qui sont intéressants, je trouve. Tu connais la pédagogie freinée? Non. C'est un monsieur qui était professeur des écoles, classe de CM1, et il s'appelle Célestin Freinet. Et puis il fait la guerre. Et puis il revient, et en fait, bah, il est devenu sourd. Et il continue à faire classe, mais ses gamins viennent le voir, lui posent des questions, il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Allez, je te pose la question, mais personne n'a la réponse, donc tu vas le planter. Qu'est-ce qu'il a fait d'après toi? Je sais pas, je dirais qu'il a fait écrire les questions et après il répondait à l'écrit, j'en sais rien. Ou Et il a voilà, fait venir encore un une autre qui se, personne. encore un qui se Ouais, mais là plante. tu me prends au dépourvu Je et sais, on est en live. Je vais passer pour un con après. je te couperai. Mais Non, non, mais en vas-y, gros, vas-y. il a dit, il a créé des exercices, une librairie de 40 exercices. Il les a mis avec des numéros sur le mur, tu vois, 1, 2, 3. Ouais. Et en fait, bon, le petit cahier contenait à la fois la théorie et à la fois les exercices. Et quand un enfant maîtrisait, sur le verso, l'enfant devait mettre son prénom, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que quand un enfant n'arrivait pas à faire l'exercice, plutôt que de demander au prof, il demandait à l'enfant qui maîtrisait. Et en plus de ça, l'enfant qui maîtrise, quand il l'explique, c'est ce qu'on appelle la pédagogie Feynman. Quand tu expliques quelque chose, c'est la meilleure manière de maîtriser un sujet, quand tu arrives à l'expliquer, tu vois. Et j'adore ce côté de faire en sorte que l'intelligence collective fasse naître du partage et de formation, tu vois. Et du coup, le reverse mentoring, j'aime beaucoup. Ok. Et puis après, il y a quand on a fait, mais là, ça fait un peu, comme tu dis, Vanity Metrics, mais quand on a fait jouer 1000 personnes d'un coup, d'une entreprise de nettoyage à Paris, par exemple, quand tu as 1000 personnes, tu fais le brief, et puis tu as comme ça 500 groupes qui partent, enfin non pas 500 groupes, 200 groupes qui partent, et que tu vois ça sur une carte. En plus, nous, on a des outils pour gérer la logistique quand il y a plein d'équipes, tu vois. Bah ça fait plaisir de se dire, waouh, on arrive vraiment à. Et puis en plus, le débrief. En fait, le débrief, il y a toujours des gens qui pleurent de rire. Et ça, c'est vraiment un moment. C'est vraiment le truc magique, quoi. Quand les gens se voient en vidéo, ils ont fait des trucs, il y a toujours des trucs marrants. Et on a 10 000 vidéos de débrief avec des gens qui pleurent de rire. Et ça, c'est génial de se dire, tiens, ils sont en entreprise. D'habitude, ils bossent ensemble avec leur moquette bleue dans leur tour. Et puis là, ils se retrouvent à vivre un moment vraiment mémorable, quoi. Et après, d'un point de vue perso, j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit qu'ils ont fait dans leur entreprise ce qu'on a fait, Urban Gaming. J'ai une amie, Catherine, qui m'a dit, j'ai une copine, elle a fait chez Quechua un truc incroyable, et en creusant, j'ai découvert que c'était votre boîte. C'est agréable aussi de se dire que petit à petit, on a fait tellement d'événements qu'on commence à être connu, et quand ça arrive par des horizons d'amis, tu savais même pas qui jouait, tu te dis, punaise, on a arrivé à un truc. Mais ça, c'est plus individualiste, tu vois, c'est plus égoïste de me dire, on a fait jouer beaucoup de gens, quoi. Ok. Non, mais très très cool. Et j'aime bien quand les sujets s'enchaînent bien, en tout cas qu'il y a des transitions un peu toutes faites. Tu parles d'égoïsme, tu parles d'être justement sur le perso. Martin, le kiffeur, enfin celui qui se fait plaisir, qui organise des choses peut-être ou qui découvre, qui explore, comme tu disais au début. Là, peut-être une question un petit peu plus à double interprétation sur les meilleures expériences, les meilleures explorations, tu vois, de kiff, on peut dire, encore une fois, pour répéter pour la 15e ou 150e fois ce mot, que tu aies faite.
C'est quoi pour toi? C'est un peu à la mode guide Michelin du kiff, là, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui t'a inspiré, tu vois? Qu'est-ce qui t'a plu, tu vois? Qu'est-ce que tu préfères? Là où tu t'es dit waouh, tu as des souvenirs mémorables, justement, mais à titre Je, perso. Et je ça vais peut les être des lister. trucs que t'as fait toi, tu vois. Enfin, que t'as Je, organisé toi ou. je vais les lister par catégorie. Vas-y. Déjà, un truc que j'ai adoré, c'est de réaliser que ces kiffs qu'au début je faisais en mode solo ou ami, je pouvais les faire en famille avec des enfants. Donc ça, c'est vraiment un truc quand j'étais petit, tu vois. Je suis sorti je crois que c'est CE2, mes parents avaient gagné une location de camping-car pendant 4 jours. C'est vraiment petit, on n'est pas parti loin. Mais j'ai adoré ce côté, waouh, en fait, tout peut basculer d'un moment à l'autre, tu t'y attends pas, tu pars. Et j'ai recréé ça avec mes gamins. On a fait un trip en Suisse en camping-car et j'ai créé l'effet de surprise jusqu'au bout. Et ça m'a vraiment fait kiffer parce que en gros, j'ai fait croire à mon gamin Oscar qu'on allait voir les usines de moutarde à Dijon, qui semble être le pire plan pour des vacances. Tu vas passer une semaine à voir les usines de moutarde à Dijon. Et en fait, c'est à Dijon qu'on allait au camping-car. Quand je suis arrivé, ma conjointe Estelle, elle avait oublié, elle avait pas pris de manteau, elle avait oublié. Il faisait tellement beau à Paris, il s'est mis à pleuvoir. J'ai un ami, mon ancien coloc, qui avait une amie et on a été chercher le manteau chez elle, mais en fait c'était la loueuse de camping-car, tu vois, c'était un coup monté. Et au dernier moment on est parti. Et moi j'aime bien créer des effets de surprise comme ça où tu t'y attends pas et d'un coup tu bascules. Il y a 10 ans j'avais fait comme ça un voyage surprise en Égypte à ma conjointe, elle s'y attendait pas. C'est en mode à 10 heures elle se lève, elle se dit on va passer une journée pépère et en fait à 12 heures on est à l'aéroport et on part quoi. Je kiffe ces contrastes en fait. C'est vraiment chercher les contrastes. Donc kiff famille, vraiment. Et moi, j'ai vraiment envie quand je serai sur mon lit de mort, tu vois, me dire, je n'ai pas perdu un seul moment. Et je crois beaucoup, et j'y pense d'ailleurs, C'est c'est lié au fort, hein, stoïcisme. c'est fort Ouais, comme pensée, quoi. Enfin, ouais. Mais c'est même, alors là, je vais te paraître très chelou, mais j'avais lu, Memento Mori, n'oublie pas que tu vas mourir. J'avais lu des trucs de mhm. stoïcisme, et à un moment donné, par exemple, j'imaginais le soir en disant au revoir à mes gamins qu'ils allaient mourir, que c'est la dernière fois que je les voyais. C'est un truc un peu chelou, mais je crois beaucoup au fait de me dire, si un jour il y a un truc qui s'arrête, j'aurai aucun regret, tu vois. Et là, par exemple, j'ai réservé mes vacances à un festival, le Dorsey Festival au UK. Ça m'a coûté un peu cher. On a loué un camping-car aussi. Je te parle de juillet 2024, on est en avance, hein. Mais en fait, je me dis, mais j'ai pas de scrupule à mettre un peu d'argent dans ces trucs-là parce que il y a rien de plus fort que YOLO, les quoi. souvenirs, quoi. Exactement. YOLO. Ouais, ça a été galvaudé comme expression aussi. You only live once, tu ne vis qu'une fois, mais Bah ça ouais, reste la réalité, quoi. Enfin, bah de ouf. vraiment, si tu veux le faire, quand tu vois les conneries qui nous tombent dessus et qui C'est peuvent ça. arriver très vite, c'est pour ça qu'il faut kiffer. C'est pour ça qu'on Ouais. fait parler les gens de cette industrie, de près ou de loin, pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière et comment on Et, crée ces et, moments de bonheur. et le plus important, créer ce moment de bonheur, tu as raison de dire ça, c'est. Moi, je me suis fixé une règle, c'est tous les trimestres, je crée une expérience mémorable. Et c'est important de se dire proactivement. J'avais bien proactif. Je me suis dit qu'il faudrait mettre la création de kiff proactif. C'est en mode, ok, bah là, on est en mars, avril, mai, juin, qu'est-ce que je veux faire comme kiff? Et se dire que tu crées un moment, là, en juillet, on a fait aussi une randonnée avec des ânes dans les Cévennes, puis on s'est baladé en famille Ouais, chez pendant, moi, ça. pendant 10 jours. Bah oui, tu vois, on en a parlé, je me rappelle. Et on s'est baladé pendant 10 jours, mais c'est mémorable, quoi. T'as un âne qui veut pas avancer, t'as ton gamin que tu dois porter. Sur le coup, tu détestes, mais après, évidemment, ça laisse des souvenirs de dingue. Et je suis sûr que mes gamins, ils vont se souvenir longtemps on est parti avec un âne dans la forêt pendant 10 jours. Donc, ça, c'est les kiffs famille, camping-car, festival, euh, trip en forêt avec des ânes, et le fait de réaliser qu'un kiff, ça pouvait être vraiment collectif en famille. Parce qu'on a vite tendance à se dire que bah, la famille, c'est un peu la sécurité, et après, c'est un peu, il y a un truc genre, parfois l'envie de se casser, de vivre un kiff, t'as l'impression que ça Mm. peut être un trip de solo ou avec des potes, alors Égoïste, qu'en ouais. vrai, ouais, exactement. Après, les kiffs perso qui m'ont fait évoluer, bah, je t'ai parlé du stand-up, je t'ai parlé de l'autostop, ça c'est en mode plus solo et en mode péter les barrières mentales et soft skills. Après, les kiffs connecteurs, Le stand-up, juste le stand-up, ouais, tu peux nous en parler un petit peu plus? Genre, toi, t'es ouais, conservateur à la base? un petit peu, mais sans plus. Je sais plus pourquoi, je sais plus comment ça arrivé. Je crois que c'est plutôt mon envie de m'affranchir du regard des autres et de la Mhm. peur du rejet qui Et m'invite on à t'a faire ça. proposé? Enfin, on te l'a proposé, c'est Ouais, Shubham ouais, ouais, Sharma que ouais, tu disais? exactement. Moi j'étais alors déjà j'ai lu un bouquin qui s'appelle This Book Will Make You Dangerous qui m'a beaucoup marqué. J'ai lu le résumé du bouquin pendant un an et demi.
tous les matins. Et le bouquin, en gros, il dit un truc très simple. Il dit que dans la vie, on s'empêche de faire pour trois raisons, mais moi j'en ai retenu deux. La peur du regard des autres et la peur de l'insécurité. Et c'est vrai que quand il pense, en fait, la peur du rejet ou la peur de la perte de sécurité, c'est vraiment des trucs qui t'empêchent d'être toi, quoi. Et du coup, je me suis mis vraiment à proactivement essayer de me dire qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça. Et j'avais en tête le stand-up comme une étape qui est pour moi le meilleur symbole de la peur du rejet social, tu vois. Euh, j'ai en scène cette scène juste. En plus, je l'ai vu un petit peu avant de faire du stand-up. Batman, je sais pas si tu l'as vu quand il fait du stand-up là, c'est d'une tristesse. Le film Batman avec Joaquin Phoenix là. Oh, putain, Ouais. C'est Joker. Ouais, exactement, Joker. Tu as raison. Et du coup, après, pour le coup, ça a été assez rapide. Je crois que ça a duré un mois entre le fait d'écrire les sketchs et le fait de passer sur scène. Euh, j'ai eu tellement de doutes parce que je l'ai fait avec des potes. À un moment donné, je saoulais à des amis. J'ai une copine, je me rappelle Rachida, je le fais en soirée, tu sais, je fais mon sketch. Et puis elle me dit, mais avec une bienveillance, elle dit, tu sais, être comique, c'est pas facile, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'était hyper bienveillant, mais c'est la pire phrase que tu puisses faire. Et c'est vrai que, en fait, je pense pas non plus que t'as la même énergie quand c'est avec des potes que quand c'est une scène, tu vois, mais toutes les répètes, je pense que j'étais foireux. Sur le passage sur scène, je dis pas que j'étais incroyable, mais en tout cas, ça va, j'ai pas à rougir, tu vois. Et du coup, ouais, C'est un métier et puis, ultra dur. Ouais. ah, mais de ouf, de Il y a ouf. des épisodes là-dessus avec Karim, Wari, etc. Tu peux les écouter. Hein. Et je suis curieux d'ailleurs de voir, j'en parlais récemment avec un ami, la nature humaine. Est-ce que la majorité des gens qui foirent, ils ont qu'une envie, c'est remonter sur scène pour prouver, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dégoûtés à vie? Parce que je pense quand même que les premières expériences, on va dire une fois sur deux, c'est un foirage. Et je sais pas dans quelle mesure, tu sais, on parle souvent des râteaux quand tu dragues, c'est un peu la même chose, quoi. Et peut-être que si tu te prends un râteau, tu as envie de tenter beaucoup plus. Ouais. Et puis il y en a Je d'autres pense qui que sont en mode, ah, dans ce milieu, c'est une histoire pour en avoir discuté avec eux de est-ce que t'es vraiment fait pour ça ou pas, tu vois, c'est con à dire, mais est-ce que tu l'as viscéralement de faire rire, de vouloir monter sur scène et tout ça, et ensuite quand tu es dans le milieu et que tu comprends comment il marche, tu sais dans tous les cas que tu vas bider, tu sais, c'est un peu comme dans le milieu de l'entrepreneuriat et tout ça, tu sais que tu vas faire ouais, des conneries de toute façon. Tu ouais, peux lire tous les livres de développement personnel, de théorie, de stratégie, de marketing, de management, tu sais que tu vas avoir des ratés, tu vas faire des loupés, et c'est normal, tu vois. Mais par contre, si tu es viscéralement au fond de toi entrepreneur et que tu as envie de monter des projets, etc., bah, tu vas y arriver au bout d'un moment. Et bien là, avec bien le sûr. stand-up, c'est pareil, je pense. Et ça te Après, dégoûte si tu n'es pas fait pour ça, enfin, si tu l'as fait par vanité ou autre chose, quoi. ouais, carrément. Ouais, c'est le côté fail fast, échoue rapidement et relève-toi rapidement, quoi. C'est ça. Trop bien. Et du coup, ouais, Vas-y, il nous après sur reste le... 5 minutes là, ouais, juste pour. Ah, J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Enfin, on peut durer bah encore juste 5 10 minutes, allez. kiff collectif, juste rapidement, parce que c'est vraiment une dimension, c'est le, tu sais, je fais des trucs à mon bras, je t'avais dit. En fait, Ouais, je voulais que tu parles de ça justement, ouais, ah bah de super. toutes tes expérimentations, toutes tes explorations. En fait, Euh, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est tellement simple comme idée, et je ne comprends pas d'être le seul à faire ça. En gros, à la Moi, tu base, j'avais acheté... m'impressionnes. Enfin, honnêtement, juste pour dire aux auditeurs et tout ça, Martin, là, on a dévié sur plein de sujets. C'est pas un épisode qui est banal, mais tant mieux. Parce que Martin, si tu le suis, enfin, si vous le suivez sur LinkedIn, il poste 15 000 trucs ultra intéressants, voilà, sur de la psycho, sur du développement personnel, sur du jeu, sur des expérimentations justement. Et tu as l'impression qu'il connaît tout le monde. Après, bon, parce qu'il communique, c'est normal, ça a un effet de, enfin, je te parle à toi, du coup, tu communiques, donc Mhm, on a l'impression que tu fais plein de choses et c'est normal, c'est l'effet réseaux sociaux. Mais surtout, mhm, tu fais des trucs, voilà, comme tu t'apprêtais à le dire, parce que je voulais quand même le dire personnellement, qui sont cons, entre guillemets, simples, mais je pense diaboliquement efficaces et surtout très humains, quoi. Et moi, je suis assez impressionné par, je sais pas, voilà, comme tu disais, ton humanité et tout ça, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais c'est mhm. assez ouf. Voilà, bref, et je te laisse continuer, désolé, je t'ai coupé. Mais c'est gentil. Mais enfin, je pourrais avoir après des trucs simples. Mais là, en gros, le truc est tout con. J'ai pas mal d'amis. Tu sais, quand tu viens de Lille, tu t'installes à Paris. Petit à petit, t'as des amis qui quittent Paris parce que bah, ils ont des enfants, ils vont à Bordeaux, ils vont à Nantes, ils vont s'enfermer dans un gîte dans le Larzac. Et à un moment donné, j'avais fait le bilan avec Estelle en me disant, mais j'ai plus tant que ça de réseau. Tu vois, j'ai mes collègues, mes potes, ils sont partis. Et vraiment, proactivement, je me suis dit, j'ai envie de me connecter à des gens inspirants. Tu vois, c'est un peu égoïste à la base, hein. Et j'avais fait mon jeu de valeurs, créatif, libre, audacieux, bienveillant. Je voulais incarner ça un max. J'avais quelques amis à moi dans mon réseau qui incarnaient ces valeurs-là. Et j'avais acheté en parallèle, j'ai découvert le kiff d'avoir des tables pliantes que tu peux mettre partout. Et en famille, je me posais devant la Tour Eiffel sur le Champ de Mars, je me posais à Montmartre, et on se posait n'importe où, et personne nous faisait chier. Et j'hallucinais de voir
que tu peux poser une table n'importe où. La table de camping là, avec les 4 chaises, enfin, Exactement. 4. Ouais. Exactement. Le petit truc vraiment en mode tu le tiens comme une Une valise, mallette, ouais. tu l'ouvres et puis ça devient. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais inviter des personnes qui m'inspirent. J'aime beaucoup les questions profondes où tu te montres vulnérable et tout. Et j'avais un jeu de cartes comme ça que j'ai fait avec une centaine de questions profondes parce que j'avais déjà fait ma liste de questions. Et je me suis dit, je vais me poser à Montmartre, on va se poser sur les marches au milieu de tout le monde. Et on va faire un jeu de cartes comme ça. Je vais ramener du Morito magique. Je fais des cocktails un peu, j'adore cuisiner aussi. Et puis on Le va comme Morito ça passer une. magique. C'est On va. très tendance yeux, tout ça. Le Et Morito on va du pas. kiff, ouais. Tu sais pas ce qui va t'arriver quand tu le bois. Ah ben c'est le jeu aussi. Les gens gagnent des points, mais bon, on fait des points, on s'en fout s'ils trouvent les ingrédients. Ah ouais. Et du coup, je vais mettre quatre à six personnes qui se connaissent pas autour de la table et on va juste parler sur des questions comme ça profondes où les gens vont être amenés à se révéler. J'ai fait ça une fois, c'était la meilleure expérience de ma vie. Parce que tu as des échanges d'une profondeur incroyable dans un cadre, tu te retournes, tu as Paris, la Tour Eiffel, petit à petit, tu as le coucher du soleil, le nombre de touristes qui viennent te voir en disant vous avez tout compris, c'est génial ce que vous faites. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, je me suis dit, ok, les personnes que j'ai invitées, je vais leur demander trois personnes qui pourraient kiffer ce concept, qui sont créatifs, libres, audacieux, bienveillants. Et de fil en aiguille, j'ai fait ça maintenant 38 fois. Et en fait, du coup, bah, j'ai eu plein de personnes qui sont venues. Maintenant, je réinvite des personnes aussi. Et maintenant, j'ai même des verticales. Tu sais, j'ai ceux qui sont dans l'impact, qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Ceux qui sont plutôt RSE, ceux qui sont youtubeurs, ceux qui sont. Et là, je vais faire des verticales. On va coworker ensemble. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je me suis fait un réseau incroyable juste en passant un moment de kiff. Mais tout le monde rêve de passer un moment comme ça. Et je suis Tu assez disais attristé. pas le droit au pro au début, c'est ça? Ouais, t'as pas le droit de parler de ce que tu fais pendant une heure. Et en fait, en général, d'ailleurs, après, on fait le jeu, le fameux jeu de, tu dis de trois métiers que tu pourrais faire et les gens doivent deviner lequel est le vrai, tu vois. Et en fait, c'est génial de pas parler de pro parce que tu définis pas par ton taf, quoi. Et du coup, tu as, J'adore. et en fait, tu te rends compte aussi que derrière des personnes, parce qu'au bout d'un moment, j'ai aussi invité des personnes qui peut-être avaient une forme de réussite sur LinkedIn, sur Mm. YouTube ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est génial parce que quand tu creuses, tu vois le niveau de vulnérabilité de ces gens-là et tu arrives dans des discussions tellement deep par rapport à des trucs superficiels où tu pourrais échanger sur une soirée YouTube ou je ne sais quoi. Enfin, tu crées des connexions de ouf, quoi. Et après, j'ai fait d'autres trucs. Enfin, je m'égarais, mais après, je me suis mis à faire des micro-kifs. Là, par exemple, j'ai un ami Arthur Massonneau il connaissait une île accessible en canoë, juste à côté de Paris. Bah, j'ai invité un mec qui s'appelle Elliot Meunier, qui est un mec génial, un autre mec Jean-Noël Chantreuil. Comme ça, je crée comme ça des micro-expéditions. Je me suis dit, je peux aller plus loin. Et Mm. ça, maintenant, je fais ça. Là encore, dimanche dernier, j'ai fait un truc dont je pourrais pas parler ici. Mais j'aime bien comme ça organiser des micro-expéditions avec des gens en mode. Et puis maintenant, les gens, quand je leur propose, en général, ils sont en mode oh ouais, parce qu'ils savent pas ce que ça va être. Et il y a un côté. Et en fait, c'est marrant parce que je repense que je suis peut-être aussi en train de recréer l'effet de surprise du camping-car quand j'étais en primaire aussi, tu vois. C'est marrant comme C'est peut-être. c'est quoi qui te drive par rapport à ça? Enfin, c'est C'est quoi alors. le truc profond qui te fait faire ça? Parce que j'ai C'est l'impression une que tu le bonne question. fais naturel, tu vois. Enfin, t'as pas J'ai l'impression pas de faire ça en étant intéressé. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas après? la réponse à ça. C'est peut-être. Alors, j'ai changé avec le mec de Nuit Écoulée justement sur pourquoi il faisait l'autostop. Il m'a dit que c'était la peur du rejet. Et du coup, il y a peut-être ce côté-là implicite, mais je sais pas. C'est peut-être aller chercher des trucs profonds psy qui sont pas vrais, mais peut-être que c'est une espèce de peur du rejet qui m'invite à tendre la main. Mais après, je pense aussi que, enfin, j'aime profondément les gens. Quand je fais de l'autostop, c'est ouf. J'ai réalisé les gens avec qui j'ai papoté, parfois qui ont des accidents de vie de dingue. L'autre fois, j'étais dans une station de ski, j'ai discuté 2 heures avec une nana qui était cantinière dans une station de ski qui avait à peu près 60 ans, qui avait une vie assez classique. Mais en fait, c'est ouf comme j'aime vraiment profondément discuter avec les gens et je sais pas s'il y a une explication. Euh, Ça peut Pas peut-être être besoin de, pas d'en besoin d'en trouver, ouais. avoir au final. C'est Ouais, quoi c'est vrai. ça c'est intéressant pour l'auditoire qui est toujours là. C'est quoi les meilleures questions que tu poses? Enfin, justement, parce que tu disais Euh, pas parler de soi en termes pro et tout ça. je pourrais te filer une liste d'une vingtaine, mais alors. Bon, quel est le truc de Ça peut ouf qui t'est marcher bien. arrivé? Alors, il y a quand même des trucs très vulnérables, hein. Il y a des trucs positifs. Quel est le truc de ouf que t'es arrivé? C'est quoi pour toi ta philosophie de vie, ta définition du bonheur? Raconte-nous un bon moment de cette année. Et puis, il y a des trucs beaucoup plus deep. Raconte-nous la pire année de ta vie.
Et si jamais tu pouvais aller voir toi dans cette pyramide, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, tu vois? Euh, Il y a différents, il y a des questions liées à la sécurité, des questions liées aux envies profondes. Euh, ouais, je pourrais t'envoyer une liste, hein. Ma liste, je la partage à tout le monde, hein. J'ai ma liste des 100 questions, si tu veux, Ah bah, je te la avec publie. grand Si tu as envie plaisir. de faire, si t'as envie de faire le jeu de cartes aussi, j'ai une version imprimable. Avec Tu grand peux plaisir aussi. aussi, ouais. Mais fais-le. Et c'est vraiment ça le truc. Moi qui me rend fou, c'est un peu genre, je me la pète, mais je suis accablé par le peu de proactivité des gens qui passent leur soirée à regarder Netflix, alors que clairement, tu as le choix entre faire un truc comme ça ou regarder Netflix, tout le monde te dirait que c'est mieux de faire un truc comme ça. Mais pourquoi les gens ne le font pas, quoi? Le côté peut-être Et introverti aussi, ou l'effort que ouais, ça demande. tu vois là, par exemple, j'ai acheté je Pas sais que tous je les soirs, m'égare. mais. Oui, c'est sûr. Non, Ah oui, vas-y, donc t'as vas-y. raison. J'ai acheté une friteuse Mouse Costaud pour faire des frites à tout le monde. Et maintenant, je peux faire des moules frites sauce Roquefort pour 20 personnes. Je l'ai fait le week-end dernier et du coup, j'ai proposé à Estelle d'inviter tous les professeurs des écoles de son école. J'ai adoré cuisiner pour tout le monde. Et là, je vais faire pareil pour mon bâtiment, pour mes voisins. Mais en fait, t'as rien à perdre à faire ça, quoi. Tu vas juste contribuer à un monde meilleur et enchanter un peu le bâtiment, là où pour l'instant c'est une discussion de copro où le WhatsApp il fait peur. Et en fait, je vois pas trop pourquoi ne pas faire ça plutôt qu'une soirée Netflix, quoi. Ok, c'est Ouais, un petit ouais, non, coup, mais ça mais me c'est des fait trucs. penser à une question que je voulais te poser et qui, enfin, ça va lier un petit peu sur la fin là. Sur, enfin, déjà une sorte de question affirmation sur ça, c'est peut-être l'effet réseaux sociaux aussi qui fait tout ça, qui nous sépare au final, tu vois. Et moi, j'en suis aussi comment dire, victime, si tu veux, Mhm. et désolé de ça. Quel est ton point de vue là-dessus et sur le futur justement du divertissement, enfin, si on peut appeler ça divertissement, ou en tout cas des bons moments, tu vois, parce qu'en fait c'est ça qu'il y a derrière, c'est la création de bons moments, tu vois, de moments Bah, inoubliables. Comment tu vois moi, tout ça avec cette ère réseaux sociaux, IA, etc. alors, Tu as peut-être moi, un avis, tu n'en as peut-être pas, mais si, si, bien sûr, j'ai plein d'avis, mais bon, déjà le téléphone, moi, je trouve que c'est une malédiction parce que c'est insupportable quand tu discutes avec quelqu'un et que tout le monde est sur son téléphone et c'est vraiment un truc. Moi, je mets des fois mon téléphone dans la boîte aux lettres quand j'ai pas envie d'être dérangé le soir, être en mode deep family. Et je mets vraiment un point d'honneur à ne jamais faire en sorte qu'un écran interrompe une discussion et du coup, les cases de réalité virtuelle, les addictions à des conneries comme TikTok et tout, moi, ça me rend fou. Les réseaux sociaux, moi je trouve ça génial parce que LinkedIn, je trouve ça génial parce que par exemple, ça me permet potentiellement de trouver des gens. On s'est rencontrés grâce à ça, tu vois. J'ai vu ton hmm. profil kiff, j'ai tout de suite eu envie de connecter. J'ai dit, on se prend un. Mais je trouve ça bien de considérer que c'est un moyen d'accéder à des gens, mais que c'est pas la finalité de voir des choses en ligne et de commenter en ligne, tu vois. Hmm. C'est pour moi une manière, c'est un accélérateur, c'est un peu trouver tes âmes sœurs. Si à un moment donné tu décides d'être pleinement toi, ce qui est le cas de 5% des gens sur LinkedIn, hein, en général les gens postent sur des trucs corpo et ils sont très mal à l'aise de poster des trucs perso. Mais si à un moment donné tu décides d'être pleinement toi, bah, tu vas trouver d'autres personnes pleinement toi et au bout d'un moment les gens qui ne likeront, commenteront jamais tes posts ne verront plus ton feed et par contre les gens avec qui tu interagis c'est peut-être des gens que tu n'aurais pas rencontrés autrement et qui peuvent être connectés. Donc moi je considère que c'est un moyen d'accéder à la vie réelle, tu vois. Mais bon, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Et après, les cases de réalité virtuelle, par exemple, moi, j'ai pas du tout envie. Par contre, l'IA, moi qui suis de tempérament à vouloir kiffer, tenter des trucs, expérimenter, je trouve ça incroyable. C'est en mode, tu peux vraiment rentrer dans des tripes artistiques. Là, je suis en train d'écrire un livre avec une grosse partie avec Midjourney. Mes posts de réseaux sociaux, je kiffe vraiment, tu vois, c'est con, mais un de mes kiffs, c'est d'aller dans un bar, de me lire un petit livre, de noter ce que ça m'évoque, et derrière d'imaginer un petit texte de dealing que je pourrais faire sur LinkedIn, et derrière de créer une image qui irait avec. Je Hmm. ressens ça comme quand j'étais petit et que je voulais exprimer ma créativité avec l'expression écrite, je me mettais à écrire des petites nouvelles, des trucs à la con. Je ressens le même kiff créatif et en plus de ça, je sais qu'en faisant ça, ça me permet d'incarner beaucoup plus de ce que je lis, parce que je prends du temps à trouver les bons mots, et ça peut être un reminder pour moi de le relire après, et de me rappeler que dans ce livre-là, j'ai kiffé ça. Mais encore une fois, on est dans l'expérimentation plus que dans la création finale pour le moment en tout cas, et que l'IA va nous permettre d'aller décupler, quoi, de faire de plus en plus d'expérimentation à moindre coût sur divers sujets, quoi. Et donc C'est ouais, peut-être nous aider à mieux kiffer en physique, du coup, sur des événements, des lieux, etc., ou des histoires, enfin, plein d'autres choses exactement. grâce Et à puis, ça. en fait, si tu veux, as le lien, le degré de séparation entre l'idée et la réalisation se réduit, quoi.
Tu te rends compte qu'à l'époque de nos grands-parents, pour créer une boîte, il fallait faire quoi? Il fallait aller à la banque pour créer une usine, il n'y avait pas d'autres options. Il y a 20 ans, tu pouvais créer un site et commencer à vendre en ligne, mais du coup, tu étais limité par la rapidité. Maintenant, tu peux avoir l'équivalent d'un freelance, d'un copywriter, d'un freelance designer, d'un freelance... Enfin, tout va tellement vite. En une journée, tu es capable de créer un site e-commerce. Enfin, c'est ouf de voir comme le degré de séparation entre l'idée et la réalisation se réduit. Et quand tu es comme moi, avec d'envie de faire 10 000 trucs, bah, ça veut dire que tu peux les faire et tu n'es plus en mode devoir choisir. Bon, évidemment, après, il faut être persévérant. Et le lancement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Le lancement, c'est qu'une première chose. C'est après que tu te réveilles avec la gueule de bois en mode bon, maintenant je vais devoir charbonner. Parfait. Dernière question du coup là-dessus, c'est ça. Alors, j'aime bien parce que tout s'enchaîne. Quelle est la suite pour Martin? Tu dis, j'ai envie de faire 10 000 trucs et tout ça là, soit des trucs prévus ou en tout cas dans le pipe, que ce soit pour Urban Gaming, pour toi. Moi, Et après, j'ai on juste arrête là, parce envie. qu'on pourrait faire un deuxième épisode, mais Mais les 10 dernières années de ma vie, c'était les meilleures. Et vraiment, récemment encore, c'est la manière dont je crée des contrastes, où je kiffe en famille, je pars en expédition, je suis en mode deep work pour Urban, je fais mes micro-kiffs, j'ai juste envie que ça continue. Et en fait, j'ai pas j'ai pas une vision de ce que je vais faire à 2 ans. J'aimerais bien avancer sur mon livre, mais j'ai pas encore assez eu le temps. Mais j'ai juste une envie, c'est que ça continue comme ça, et que je puisse continuer à tester différentes choses, et que ça grossisse petit à petit. Urban, ça grossit petit à petit de manière organique, hein. On est en gros à plus de 20% par an depuis le début. Ça me va bien. J'ai pas envie de péter un plafond parce qu'à un moment donné, si d'un coup on fait x3, bah, c'est peut-être aussi que je devrais faire x0 sur tout le reste. Non, il y a vraiment un côté de continuer à équilibrer. C'est vraiment créer des contrastes au niveau de mon année, au niveau de mes journées, et aller vivre des trucs très différents, et continuer comme ça. C'est pas, je veux juste que ça continue. ok. Ça, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie pour ce moment. Merci Cette heure et beaucoup. 40 à compagnie. C'était très cool. On est allé sur des sujets qui sont pas communs sur les 15 premiers épisodes que j'ai vus, mais c'est tant mieux justement pour ouvrir les chakras à d'autres sujets plus profonds. Voilà. Moi, je suis très content d'avoir fait Ouais. cet épisode et il y en aura peut-être un deuxième. En tout cas, on continuera à discuter nous en off. Et puis ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer des messages à Martin Tissier du coup sur LinkedIn ou à moi-même pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, beaucoup. C'était génial. Pas de rien. Et on se voit bientôt, je pense, sur Paris. Yes. Salut Martin. Ciao. À plus, ciao, ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.